Dans l'actualité des idées aujourd'hui, victime, être et avoir été. On en parle avec notre invité, le magistrat Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, producteur de l'émission Matière à penser sur France Culture. Il a coécrit avec Arthur Desnouveaux, dont vous entendiez la voix, Victime et après, chez Gallimard, dans la collection Tract. Dans la suite de ses précédents travaux, il continue donc à penser ce qui nous arrive. Bonjour Antoine Garapon. Bonjour. Comment est née cette discussion ? C'est le terme qu'il emploie, Arthur Desnouveaux, dans cet extrait qu'on vient d'entendre. Comment est née cette discussion entre lui et vous? Dans le cadre du comité mémoriel que Mme Belloubet avait mis en place il y a 18 mois, et donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer et j'ai été séduit, sans le connaître, par la fraîcheur de son discours. Il représente l'association Life for Paris, les victimes du Bataclan du 13 novembre, qui sont souvent des victimes jeunes. Et qui porte en même temps qu'un témoignage de douleur parfois extrême, une sorte de pugnacité, de désir de vivre qui a fait que nous sommes rencontrés. Arthur, il a à peine plus que 30 ans aujourd'hui, il est polytechnicien, il est entrepreneur et il est, alors comment faut-il dire, rescapé, survivant de l'attentat du Bataclan de 2015 ? Les termes sont très difficiles. Lui se présente comme survivant, dans le sens premier, qu'il a été à l'intérieur de la fosse du Bataclan, qui a été une expérience terrible, rescapé, ce qu'on dit d'une catastrophe, victime, qui est le terme juridique. Quoi qu'est le terme juridique? C'est pas véritablement le terme juridique. Le véritable terme, c'est partie civile. Mais ce terme de victime s'est imposé et il est lourd de sens. Et c'est ça que vous essayez de définir ensemble aussi dans cette discussion, pour commencer, et de comprendre aussi comment dépasser cet état pour celui qui le vit, qui le ressent, ce statut aussi dans la perception que la justice ou le corps social peut en avoir. C'est un statut, être victime aujourd'hui ? Alors oui, c'est un statut, mais on a été frappé par c'est un terme extrêmement curieux, parce que dans certaines langues, comme en allemand, la victime fait autant référence à une catastrophe, qu'à un crime, qu'à un sacrifice. Et donc la victime, étymologiquement, c'est l'animal offert en sacrifice, ce qui veut dire qu'il est dans un mécanisme d'emblée de substitution par rapport à la société. C'est quelqu'un qui va porter nos maux et qui va nous permettre de l'expulser. Alors on est très très loin de ce qui se passe aujourd'hui, et c'est cette origine nous a intrigués, et il nous a offert la ligne rouge le fil rouge de ce petit livre sur l'idée de substitution. Dans le fond, la victime est un citoyen ordinaire qui vit et qui va au concert, qui va au match de foot, qui va boire un verre avec des copains, qui se promène en famille, et qui tout d'un coup est happé par un événement extraordinaire, violent, brutal, et en ce qui concerne le terrorisme, par la grande histoire. Tout d'un coup, il y a un entrechoc d'histoire, la petite histoire personnelle de chacun, sa biographie, qui vient mettre un terme à une sorte d'innocence de la condition de civil, celle que nous vivons tous, du moins je l'espère. Et ce que raconte Arthur Desnouveaux, et ce témoignage m'a personnellement beaucoup interrogé, beaucoup fait réfléchir. Il dit tout d'un coup, je suis propulsé dans la grande histoire, et alors que je suis l'objet d'attention extrême de la part de la société, des services de secours, des journalistes, des artistes, des avocats, des thérapeutes, des policiers, en même temps, j'ai le sentiment d'une totale étrangeté à ma société, comme si j'avais à la fois, et c'est ça bien sûr qui est très intéressant, que à la fois j'étais au centre et expulsé. Et la société procède à une forme de transfert, comme diraient les psys, sur la victime. Vous l'évoquiez à travers cette idée de substitution, Antoine Garapon, ce qu'est la victime dans le regard social, quelle place aussi elle va trouver ou occuper. Elle est aussi la victime, le réceptacle d'une violence. À partir de là, à quel rôle va-t-elle être assignée ?
Alors ça, c'est très difficile de répondre à votre question, Olivia Gisbert, parce que là, une fois qu'on a dit ça, on est dans la généralité, alors c'est très suggestif, et il y a énormément de victimes. Il y a d'abord les victimes, et les victimes directes et les victimes indirectes. Les victimes directes, c'est celles qui ont été victimes directement dans leur corps, dans leur chair, dans leur âme, d'un acte violent, d'une emprise indue, illégitime d'autrui dans leur vie. Mais si on prend un autre thème qui est très important aujourd'hui, qui est le thème du féminicide, vous voyez bien que une chose est une relation qui se pervertit et qui devient un pur rapport de force dont sont souvent victimes les femmes, dans le cas d'une relation. Et puis, cette irruption de l'attentat qui saisit des victimes absolument hors toute relation préalable. Mais il y a aussi des victimes indirectes, et c'est ça, et il faut penser les deux en même temps. Les victimes indirectes, ce sont les victimes de groupes qui ont été victimisés, qui ont été colonisés, qui ont été martyrisés, qui ont été l'objet de génocide, et pour lesquels on voit bien que dans notre débat contemporain, elles occupent en cette qualité une place très très importante, comme si leur condition de victime leur offrait une ressource politique supplémentaire. Et cette ressource politique ne peut être exploitée qu'à la condition que ça réponde, que ça fasse écho dans nos sociétés, démocratiques avancées. La victime devient le symbole aussi, elle se voit attribuer cette fonction d'incarner et de conjurer le malheur, écrivez-vous, qui peut frapper n'importe quel membre de la communauté. Et en même temps, ce que dit Arthur Desnouveaux, c'est cette coupure qui va se jouer dans le traumatisme, dans l'attentat, entre la personne et la société. Écoutez. C'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, le terroriste est là pour vous séparer à la fois de ce que vous étiez avant et de vous séparer des autres et de fragmenter la société au maximum. C'est un des choses très particulières du terrorisme islamiste actuel. C'est que le but, c'est sûrement pas de créer une guerre civile, c'est de créer une guerre de la civilité. C'est chaque individu se retrouve isolé du groupe social, qui est plus aucun tissu de société. Et on voit que c'est là-dessus qu'ils ont réussi à prospérer, notamment dans le nord de la Syrie. Quand il y a plus d'État, plus de société, c'est là que le terrorisme a gagné. Et donc, si on prend ça à un niveau individuel, oui, moi je me suis vraiment pris l'histoire avec un grand H dans ma petite histoire. Et à partir de là, c'est ce que disait Léa Salamé tout à l'heure. C'est un peu comme si j'avais une marque sur moi, comme si j'étais marqué par le fait d'avoir été attaqué, d'avoir été choisi et de faire partie de ce groupe maudit. Voilà, Arthur Desnouveaux chez nos confrères de France Inter. On entend cette double fracture à la fois sociale par le terrorisme, la société divisée, et individuelle, personnelle, physique ou psychologique pour la victime qui subit elle aussi une séparation, une sorte d'arrachement d'une partie d'elle. De là, on parle souvent de vie diminuée. Comment vous le percevez, Antoine Garapon ? On a trouvé, sous la plume d'Emmanuel Levinas, dans Totalité infinie, une définition de la violence particulière, de la victime. Il explique: la violence ne consiste pas tant à blesser et à anéantir qu'à interrompre la continuité des personnes, qu'à leur faire jouer des rôles où elles ne se retrouvent plus, à leur faire trahir non seulement des engagements, mais aussi leur propre substance. Alors, d'emblée, notre perspective avec Arthur Desnouveaux, ça a été de comprendre la victime dans une relation avec la société, avec une société qui est pleine de bons sentiments et de bonnes intentions. Et la première chose que va faire la société, on l'a vu à propos des victimes du 13 novembre, un événement qui nous a infiniment touchés, elle va n'avoir de cesse que de s'occuper des victimes, de les assister, de les représenter, et ce qui est très bien, ce qui est tout à fait bénéfique, mais toujours dans une relation un peu asymétrique. On s'occupe de quelqu'un qui souffre. Et
dans le fond, ce qu'on a voulu faire dans cet ouvrage, c'est de dire on ne peut pas réduire la victime à sa souffrance, ce qui est souvent le cas. Parce que la souffrance, qu'on va essayer de compenser par des sommes d'argent, par exemple, elle concerne l'avoir. En réalité, la victime vit elle-même sa condition comme un empêchement d'être, comme une diminution d'être. Et à partir du moment où on est dans une problématique de l'être, on ne pourra pas, j'allais dire s'en sortir, on ne pourra pas la sortir de cette condition uniquement par des procédures, par des sommes d'argent, par des indemnisations. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'interroge sur comment leur permettre de retrouver elles-mêmes cet élan de vie, ce désir de vivre après, incorporant en quelque sorte ce qui les a affectés. Mais c'est intéressant cette question du regard social parce qu'on est victime en soi d'un événement, d'une attaque terroriste en l'espèce, si on repart des attaques de 2015, des attentats de 2015, mais on est aussi victime d'abord dans le regard de l'autre, dans la manière dont l'autre vous perçoit. Vous ouvrez cette réflexion sur nous, sur ce sentiment assez ambigu qu'on entretient avec l'état de victime. Les victimes suscitent notre pitié, elles méritent pourtant mieux que cela. Pourquoi cette pitié, la nôtre, est-elle dangereuse? Cette compassion est-elle finalement presque contre-productive tout en étant naturelle? Parce que je crois que le premier sentiment qu'on éprouve devant une victime, et c'est tout à fait normal, c'est pas ironique et c'est pas polémique, c'est la satisfaction de ne pas en être. C'est d'y avoir échappé. C'est de voir accompli par procuration un destin qui nous attend tous, je pense à la mort, pour laquelle nous pouvons tous rencontrer, mais sans en être. Donc d'emblée, on est dans effectivement un transfert qui passe par un regard particulier, et un regard particulier qui va tendre à sacraliser la victime, et qui, par rétroaction d'ailleurs, va permettre de stimuler le groupe social. Mais ça veut dire que cette sacralisation, c'est une mise à distance. C'est une mise à distance. Et il y a un fameux sociologue allemand qui disait le sacré, il y a toujours deux pôles dans le sacré. Le fascinant, c'est le tremendum. Il y a ce qui attire et ce qui fait peur. Et donc, on a été frappé de constater que notre ambivalence à l'égard des victimes, cette ambivalence, sentiment de ne pas en être, finalement peut-être ce plaisir de retrouver une relation asymétrique. Le victim business, ce qu'on pourrait appeler le victim business, c'est-à-dire ça fait vivre des professions, la plupart du temps dans l'immense majorité extrêmement légitime, mais ça permet aussi de s'enrichir, ça permet d'attirer à soi la gloire médiatique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des fausses victimes, ça permet à des artistes de contribuer à une réparation collective par l'art, ce qui est très bien, mais peut-être aussi de faire leur propre promotion. Donc cette ambivalence à l'égard des victimes, cette violence médiatique, et j'ai bien conscience, Olivia Gisbert, de dire ça dans un média, c'est-à-dire cette attention, parfois cette indiscrétion avec laquelle sont filmées des victimes dans des situations pitoyables, dans des situations terribles. Ça a quelque chose d'obscène pour vous. Exactement, ça a quelque chose d'obscène, et ça veut dire qu'elle est dépossédée d'elle-même, de sa famille, de ses proches, pour devenir un objet social, devenir un signe. Et donc, quand on dit signe, objet social, on est sur le chemin d'une réification de la victime. Or, cette victime, elle avait une vie, elle a souvent encore, on pense bien sûr au livre d'Antoine Léris, elle a des proches, des très très proches. Je me souviens, les auditeurs s'en souviendront peut-être, de l'assassinat de Georges Besse, Antoine Besse, le patron de Renault, qui avait été assassiné au sortir d'une réunion, et un journal montrant son visage ensanglanté est mort, bien sûr, et sa famille avait
porté plainte, quoi. Pas porté plainte, mais avait signalé simplement que cet homme n'était pas que le patron de Renault. Il était aussi un père de famille, il était un mari, il avait des amis à qui on a imposé le spectacle de voir sa tête ensanglantée. Voilà, et mort ou vivant, il a aussi sa dignité, que ces images parfois piétinent pour la personne en elle-même et pour ses proches. Vous évoquiez ce besoin que l'on peut avoir de conjurer à la fois nos peurs, de mettre à distance cette douleur, cette souffrance de la victime et donc la personne elle-même. Si on reste sur ce registre émotionnel, Antoine Léris, avec Vous n'aurez pas ma haine, ces mots qu'il avait écrits très vite au lendemain de l'attentat du Bataclan où il a perdu sa femme, Hélène Léris, où elle avait été assassinée, il en a fait aussi un documentaire. Il est allé à la rencontre d'autres victimes du terrorisme. Écoutez le témoignage de Colette Bonivard. En 1986, elle a fait partie des victimes de l'attentat de la rue de Rennes à Paris où elle a perdu sa jambe. Écoutez ce qu'elle dit du ressenti de la douleur et de la manière dont elle a eu de la transformer. La révolte fait partie du travail de reconstruction. C'est pour ça que je suis allée témoigner au procès face aux terroristes. Parce que je pense que la révolte est saine. La haine est complètement malsaine pour la personne qui l'éprouve parce qu'elle ne lui fait que du mal et elle ne risque pas de toucher la personne à qui elle est adressée. Je pense qu'il est très important de sortir, entre guillemets, du mot victime, que moi je n'aime pas du tout. Je ne suis plus une victime. J'ai été une victime. Voilà, et là, Antoine Garapon, on est déjà dans l'après-victime et après, quelle vie après. Pas de haine, de la colère, de la révolte, dit Colette Bonivard à Antoine Léris. Par quel sentiment juste se laisser traverser quand on a été victime, même si le mot lui semble inapproprié? Ce que je trouve très intéressant dans ce témoignage de Colette Bonivard, c'est qu'elle introduit la dimension de la temporalité. C'est-à-dire que être victime, c'est un événement, c'est un parcours et c'est un dépassement de l'événement. C'est pas une condition, c'est pas une condition permanente. Ça n'est pas un tout. Ce n'est pas un tout et ce n'est pas une identité. Ce n'est pas une identité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la condition de victime dans son dynamisme. Dans son dynamisme, il y a une phase de colère, de révolte, bien sûr, et qui est d'ailleurs, entre parenthèses, aussi ancienne que l'humanité. On pense au texte de Job dans la Bible, qui reste une des grandes méditations sur le mal. Pourquoi moi ? Pourquoi l'ai-je mérité? Pourquoi j'ai été sélectionné par le destin? Et puis il y a tout ce travail d'accompagnement. Et notre argument avec Arthur, c'est de dire il y a un travail paradoxal à la fin qui consiste à ce que les institutions, toutes les institutions, apprennent à se retirer ne cherchent pas à prolonger, justement, à entretenir cette condition de victime pour comment dirais-je, pas le bien-être, mais pour le bien des victimes, et pour qu'elles cessent de l'être. C'est très intéressant. Dans l'association Life for Paris, ils se sont constitués en pensant d'emblée l'horizon de leur disparition. C'est une association temporaire. On est là pour quelque temps, le temps d'attendre le procès. Et après, chacun vivra sa vie. Peut-être qu'il aura il continuera d'avoir d'avoir trouvé des amitiés d'ailleurs à l'intérieur de cette association, ou même parfois d'ailleurs dans les aidants. On le voit très bien dans le témoignage Lambeau où il y a un attachement entre le patient et la chirurgien qui s'est occupé de lui. Donc tout ça fourmille de relations, ça relance un échange qui a été brutalement interrompu par le crime. Voilà, c'est ce que vous appelez aussi la substitution secondaire, c'est-à-dire à un moment l'importance aussi que des acteurs viennent prendre en charge les victimes, leurs douleurs, leurs souffrances. Ça peut être les policiers, les psychologues, des associations, des experts, mais l'importance aussi à un moment d'arrêter de leur demander
demandé de se mettre à nu, de raconter leur histoire, c'est-à-dire de leur laisser la possibilité de se la réapproprier, cette histoire, loin du regard des autres. Vous avez évoqué le Lambeau et donc Philippe Lançon, Oui. victime de l'attentat de Charlie Hebdo. Philippe Lançon qui, lui, plutôt que d'en passer par la discussion qu'évoquait Arthur Desnouveau, a pris, peut-être l'écriture a pris, en tout cas dans sa vie, dans cet après, une importance, et il le raconte. Pourquoi avoir décidé d'écrire? C'est très difficile de répondre à cette question. Un livre, on ne se réveille pas un matin en se disant on va l'écrire, surtout quand, comme moi, on a passé tant de temps à l'hôpital et où on est encore dans un circuit hospitalier au moment même où on écrit le livre, même si c'est un circuit beaucoup plus allégé. Et donc le livre fait partie d'une expérience, à la fois il l'accompagne, il lui donne sens, et d'une certaine façon il la conclut. Donc, mais il l'a conclu très probablement, je suis le plus mal placé pour en parler, en essayant de la sublimer, c'est-à-dire en lui donnant une forme, et comme je suis écrivain, en lui donnant une forme écrite. Voilà. Voilà, vous parliez de la temporalité, Antoine Garapon, de cette expérience. Philippe Lançon, là, évoque bien un début, un milieu et la fin de quelque chose. Ça l'est jamais totalement, mais l'importance quand même d'essayer de conclure une étape. C'est magnifique, je trouve, quand Philippe Lançon parle de conclusion après ce qu'il a vécu. C'est-à-dire quelque chose qui se clôt, mais qui est en même temps relancé. Et je crois que c'était quelque chose de... On a relu Canguilhem là-dessus, Canguilhem parle de la maladie, et il dit la guérison, ce n'est pas de recouvrer son innocence biologique. Je trouve le terme très, très, très beau. Et il me semble que pour une victime également, être victime, on ne retrouvera pas la vie d'avant. Si on songe à Colette Bonivard qui a perdu une jambe, ça lui restera inscrit dans sa chair toute sa vie. Ça veut dire que comment on retrouve une plénitude d'être, non pas en retrouvant une sorte d'innocence biographique, mais en transformant, en sublimant. Je crois que c'est un terme qu'emploie d'ailleurs aussi Philippe Lançon, en sublimant cet événement. Et pour ça, chaque destin est singulier et chacun trouve, bricole, invente dans sa situation, par l'art, par l'écriture, par retrouver un appétit de vivre, un élan vital. Et finalement, c'est ça le point destinal, le point final de la victime. C'est pas la mort. Le défi de l'après, victime et après, on en parle avec notre invité, le magistrat Antoine Garapon, qui co-signe avec Arthur Desnouveau, survivant de l'attentat du Bataclan en 2015 et président de l'association de victimes Life for Paris, 13 novembre 2015. On en parle jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et puisque vous êtes magistrat, juriste et que vous réfléchissez au sens de la justice, Antoine Garapon, venons-en au temps judiciaire, au temps du procès notamment, ce qu'il peut apporter pour les victimes, notamment des attentats, ceux du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts au Bataclan, au Stade de France ou sur plusieurs terrasses du 11e arrondissement de la capitale. Le procès devrait débuter en 2021. Ça va être un défi d'organisation énorme pour l'institution judiciaire, mais ça va être aussi un défi de fond pour la justice, Antoine Garapon. Après un attentat, comment la justice peut-elle s'exercer ? J'espère que la justice sera à la hauteur, parce qu'elle doit être à la hauteur d'un événement hors norme. Et toute la difficulté qui sera celle de l'institution judiciaire, des avocats, des magistrats et de tous, et des victimes, sera de ne pas tomber dans le piège, et celui auquel cherche à échapper Antoine Léris, de répondre à la violence par pas la violence, mais disons une dérogation des circonstances exceptionnelles. Les lois scélérates, c'est la tentation permanente du politique. Donc là, l'enjeu, c'est de faire un procès qui sera le procès des personnes qui seront dans le box,
qui sont accusés de complicité ou en tant qu'auteurs de ces attentats, et de permettre au procès de remplir ce rôle absolument essentiel pour les victimes et pour la société tout entière. Parce que, qu'est-ce que c'est un procès? Un procès, c'est une rencontre, c'est une convergence de gens qui viennent d'horizons très divers et qui vont se retrouver dans la même salle pendant des mois et qui vont tenter de s'expliquer, expliquer ce qu'ils ont fait, argumenter. Et on pourrait définir les règles la fonction de ce procès. Ce procès, ce sera un opérateur de vérité, fixer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pas reproduire le mécanisme émissaire et faire payer pour charger, on pourrait dire, l'un des accusés, un opérateur de vérité pour tous, bien sûr pour les accusés, mais aussi pour les victimes. Ce qui pose d'ailleurs une difficulté qu'on a abordée avec Arthur dans ce livre, c'est quelle vérité? La vérité demandée par la police, la vérité d'un juge d'instruction qui cherche à établir une corrélation, une causalité, qui cherche à établir des faits imputables à une personne, n'est pas nécessairement ce que cherche la famille. La famille, elle cherche à savoir des choses sur son proche, sur ce qui s'est passé, sur quelles ont été les conditions de sa mort. Opérateur de vérité. La deuxième fonction, c'est un fixateur de mémoire. Il y a un avant procès, et on le voit pour le procès Barbie, par exemple, ou le procès Eichmann, ou le procès comme ça de ces grands événements hors normes. Eh bien, ce sont le procès de Nuremberg, ce sont des moments, quand ils ont été réussis, des moments qui font date, qui permettent de faire le tour avec nos maigres moyens d'un événement. Et donc, sa troisième fonction, c'est le rôle de convertisseur de temps. C'est-à-dire de faire passer du temps vif, du temps de l'attente, qui est celui qu'éprouvent les victimes aujourd'hui, Life for Paris. C'est-à-dire, ils attendent et ils redoutent cet événement. Cet événement va arriver et après, eh bien, ils vont continuer de réfléchir et de penser aux attentats sous un autre mode, sur le temps du souvenir, de la mémoire, et non plus d'attendre que la société purge en quelque sorte cet événement de son venin. Il y a un chagrin des victimes confiscatoires. Ces mots lui ont été beaucoup reprochés. Ils sont de l'avocat, maître Éric Dupond-Moretti, avocat d'Abdelkader Mera, le frère, et il parlait là de la douleur de la mère au micro de nos confrères de France Inter. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire. Une mère, voyez-vous, même si elle met au monde un enfant qui est le dernier des derniers, peut avoir de la peine. Mais les familles qui ont vécu dans leur chair cet immense chagrin ont tous les droits. Ils ont le droit, monsieur, ils ont le droit de vouloir qu'Abdelkader Mera soit coupé en morceaux. Parce qu'Abdelkader Mera a été désigné comme l'artisan de leur malheur. Mais que les journalistes, que les avocats, que les juges puissent à ce point ne retenir que le chagrin des victimes à l'exclusion de tout autre, que cela balaye la charge de la preuve. Ça, c'est insupportable. Voilà ce que dit maître Éric Dupond-Moretti, c'est que le procès n'appartient pas qu'aux victimes, il appartient à toute une société. Et là, il défend la douleur d'une mère, celle des frères Mera. Abdelkader Mera a été condamné d'ailleurs à l'issue de ce procès à 30 ans de réclusion criminelle pour notamment complicité d'assassinat. Ce qui est formidable, c'est qu'un avocat puisse le dire d'abord, le dire dans le prétoire et puis ailleurs du prétoire. Le procès, c'est une cérémonie de parole, disait Paul Ricoeur. C'est un moment où on va rechercher la subtilité. On va pouvoir dire certaines choses qui seraient dans tout autre contexte absolument inaudibles par l'autre partie. Mais parce qu'il y a un tiers, garant de ces débats, eh bien, on va pouvoir dire des choses et rechercher la justice qui n'est pas la voie moyenne, mais qui est une voie justement de la subtilité, d'essayer de trouver un minimum de concordance entre les récits.
Je pense que la justice, elle a deux ennemis. Le premier, c'est le pouvoir politique qui est toujours tenté d'exercer une influence sur les nominations, sur ses moyens et sur son instrumentalisation, par le biais de son instrumentalisation. Les juges doivent toujours s'en méfier. Les hommes politiques aussi doivent s'en méfier, parce que c'est au-delà d'eux-mêmes, c'est le phénomène intrinsèque du pouvoir. Et l'autre adversaire de la justice, c'est le mécanisme émissaire, c'est le mécanisme sacrificiel. Le peuple, quand le procès intervient trop vite, le peuple réclame vengeance, réclame du sang. C'est de là qu'est venue la justice. Eh bien, le rôle des juges, ça veut dire notre rôle à nous tous, parce que les juges sont des personnes, mais ils incarnent une fonction collective. Je crois que c'est précisément de se tenir à distance des passions, d'une réaction. C'est pour moi le sens profond de ce qu'a dit Antoine Léris. Vous n'aurez pas ma haine, je ne vais pas rentrer dans cette mécanique qui peut nous conduire que vers le bas. Eh bien, il résume en quelque sorte, avec cette phrase formidable, il résume profondément ce que c'est que le travail de la justice. C'est ne pas répondre dans le même registre, c'est de déplacer ce qui a été commis, ce qui est atroce, ce qui est un outrage aux victimes et par-delà à la démocratie, à toute condition humaine. Eh bien, c'est de le déplacer sur un autre terrain pour essayer de trouver une réponse juste. Voilà, il nous reste peu de temps, mais vous le rappelez, les victimes attendent du procès la vérité des faits, mais ce n'est pas cette vérité que les juges mettent à jour lors du procès. Elles attendent aussi reconnaissance et réparation avec un double versant, une dette et une reconnaissance. Cette question, elle est importante et vous le rappelez, ni les peines ni l'argent ne peuvent compenser la perte d'une vie, et pourtant cette question de l'indemnisation comme une forme de réparation est nécessaire. Pourquoi ? Parce que la justice, c'est un thème sur lequel nous réfléchissons de plus en plus, nos sociétés réfléchissent de plus en plus, c'est cette dimension de la reconnaissance. Une réparation consiste à confirmer quelqu'un dans son être et à lui dire j'approuve que vous existez, vous avez toujours votre place parmi nous. Et cette fonction de reconnaissance, elle est en direction de tous. Vous savez, en tant que juge, mon expérience m'a appris quelque chose, c'est que il est très difficile de parler, il faut mesurer ses mots quand ce que l'on dit peut s'adresser et s'adresse effectivement aussi bien à la victime qu'au policier, qu'à l'accusé, qu'au défenseur. C'est-à-dire trouver une parole qui ait une signification et qui ait un poids social pour tout le monde. Le terrorisme met en échec les pauvres ressources de la justice humaine parce que le ressort de toute forme de justice est de rechercher une équivalence entre le crime et la peine, c'est-à-dire entre le mal agi et le mal subi, et aussi entre la souffrance et sa purgation symbolique par l'argent et l'infamie jetée sur le coupable. Réflexion ouverte tout au long de ce tract que vous co-signez, Antoine Garapon, avec Arthur Desnouveau, Victime et après, tract qui paraît donc dans cette collection de chez Gallimard. Un grand merci à vous d'avoir été autour de cette grande table. Antoine Garapon, merci. Matière à penser, c'est sur France Culture aussi. À très bientôt et merci à toute l'équipe de la grande table. Merci.